Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, 4e épisode de Philosopher la paix. Aujourd'hui, nous allons parler de Machiavel et de la paix. Parce que spontanément, Machiavel n'évoque pas la paix. Il évoque la ruse, la force, le calcul, l'art de conserver le pouvoir. Et sa réputation d'immoralisme politique nous fait résumer sa pensée bien trop vite par la célèbre phrase « la fin justifie les moyens ». Mais alors pourquoi le mettre au centre d'une réflexion sur la paix ? Justement parce que Machiavel nous oblige à poser la question de manière plus dure et peut-être plus utile. Si l'on traite de la paix comme d'un idéal moral, qui devrait s'imposer par sa simple beauté, Machiavel nous répondrait très bien, mais comment le faites-vous tenir quand les rapports de force reviennent, quand l'ambition se réveille, quand la peur et l'intérêt reprennent le contrôle ? Machiavel ne détruit pas le désir de paix, il détruit les illusions qui l'entourent. Il nous force à regarder la paix non comme un état naturel, mais comme une construction fragile, toujours menacée, toujours dépendante d'un équilibre de puissance, d'institutions solides et d'une vigilance politique continue. En ce sens, Machiavel est un penseur de la paix, mais d'une paix conditionnelle, stratégique, armée et souvent malheureusement provisoire. Il ne parle pas de la paix comme d'un horizon universel et moral. Il parle de la paix comme un résultat politique qu'on obtient quand on sait gouverner par la peur. Maîtriser les ennemis, discipliner les sujets, organiser les forces et anticiper les crises. Interroger Machiavel sur la paix, c'est donc confronter notre désir de paix à ses conditions d'existence. Machiavel écrit à une époque où la paix est un mirage. L'Italie de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle n'est pas une nation unifiée. C'est une mosaïque de cités-États, de principautés, de territoires pontificaux, de rivalités anciennes. Florence, Venise, Milan, Naples et Rome, chaque centre de pouvoir cherche à survivre, à s'agrandir, à se protéger, et en se protégeant, il affaiblit l'ensemble. Le résultat est que nous sommes face à une péninsule magnifique et vulnérable, culturellement brillante et politiquement exposée. Et quand les grandes puissances européennes entrent en jeu, cette faiblesse devient tragique. En 1494, Charles VIII descend en Italie. Ce n'est pas une escarmouche, c'est un choc historique. Les armées étrangères révèlent que les États italiens divisés, mal armés, dépendants de mercenaires, n'ont pas la solidité nécessaire pour empêcher l'invasion. Machiavel grandit dans ce monde-là. Il exerce des fonctions diplomatiques majeures au service de la République florentine. Il observe les princes, les papes, les rois étrangers, il négocie, il analyse, il apprend sur le terrain, il voit la politique réelle, la trahison, la peur, la propagande, l'effet de la chance, la vitesse des retournements. Il rencontre même César Borgia, il examine ses méthodes, il comprend ce que signifie saisir l'occasion et frapper au bon moment. Autrement dit, Machiavel n'est pas un philosophe de cabinet qui invente une théorie, il est un praticien qui transforme une expérience douloureuse en intelligence politique. Et puis il subit lui-même la violence du pouvoir. Quand la République florentine tombe et que les Médicis reviennent, Machiavel est disgracié, emprisonné, torturé. Là, la paix intérieure de la cité se révèle pour ce qu'elle est, une façade qui s'effondre dès que les rapports de force changent. De cette expérience naît un regard sans pitié. Le monde politique n'est pas un espace où la morale triomphe. C'est un espace où l'on survit, où l'on disparaît. La paix dans ces conditions ne peut être qu'un résultat fragile d'une puissance capable de se maintenir, et non un don naturel offert à ceux qui le méritent. Avant Machiavel, on pense souvent la paix comme une valeur supérieure. Qu'on soit dans l'Antiquité philosophique ou dans le christianisme médiéval, la paix apparaît comme un bien en soi. La concorde de la cité, l'ordre juste, la tranquillité, l'harmonie voulue par Dieu. On peut admettre la guerre comme un mal nécessaire, mais la paix reste tout de même l'horizon normatif. Chez un humaniste comme Érasme, la guerre est presque le scandale absolu, elle contredit la raison et la charité. Dans ce cadre, le bon gouvernant est celui qui par vertu assure la paix. Machiavel casse cette architecture morale. Sa nouveauté n'est pas de dire que la guerre est un bien, sa nouveauté est de dire que si vous voulez comprendre la politique, commencez par regarder ce qu'elle est effectivement, et non ce que vous voudriez qu'elle soit. Il se place du côté de ce qu'il appelle la vérité effective des choses. La conséquence est brutale. La paix n'est plus un idéal qui commande la politique. La paix devient une variable produite par la politique. Et la politique, elle, n'a pas d'autre finalité immédiate que la conservation de l'État et la sécurité du pouvoir. Dans cette perspective, la paix n'est pas sacrée. Elle est utile ou dangereuse selon qu'elle renforce ou fragilise la cité. C'est ici que Machiavel devient scandaleux.
Il assume que pour maintenir l'État, un prince peut être conduit à agir contre ce que la morale ordinaire prêche. Il ne recommande pas la cruauté par plaisir, il dit que la morale ne suffit pas à gouverner un monde où les autres n'obéissent pas à la morale. Là où une pensée plutôt chrétienne pourrait imaginer la paix comme une promesse, Machiavel imagine la paix comme un équilibre de force. Et c'est précisément pour cela qu'il gêne. Il enlève à la paix son aura religieuse ou philosophique, pour la replacer dans le calcul, la peur, l'intérêt et la puissance. Le cœur de la pensée machiavélienne, c'est l'idée que la guerre et la paix ne sont pas deux mondes séparés. La paix n'est pas un après stable, c'est un intervalle, un moment de respiration dans une conflictualité structurelle. Quand les armes se taisent, la rivalité ne disparaît pas, elle se transforme. Elle circule sous forme d'alliances, de soupçons, de préparations, de menaces, d'ambitions silencieuses. Machiavel regarde la tranquillité politique avec méfiance. Elle endort. Et dans sa logique, l'erreur la plus grave est de confondre le silence momentané avec une sécurité durable. C'est pourquoi dans Le Prince, il affirme que le dirigeant ne doit jamais détacher son esprit de la guerre, même quand tout semble calme. On peut résumer sa formule célèbre ainsi: pour un prince, la guerre est la pensée centrale, l'arrière-plan permanent. Non pas parce qu'il doit attaquer sans cesse, mais parce qu'il doit toujours être prêt. Une paix qui n'est pas soutenue par la capacité de faire la guerre n'est pas une paix, c'est une vulnérabilité déguisée. À partir de là, on comprend le type de paix que Machiavel rend possible. Ce n'est pas une paix fondée sur la bonne volonté universelle, ce n'est pas une paix par prière, ce n'est pas une paix par confiance, c'est une paix par dissuasion, par crainte, par préparation. Elle est stable tant que personne n'a intérêt à la rompre, ou tant que celui qui voudrait la rompre estime le coût trop élevé. Machiavel ne dit pas que c'est beau, il dit que c'est ainsi que cela se fait et que cela tient. Et pour lui, un gouvernant qui se berce d'une paix morale sans puissance réelle prépare sa propre chute. Quand Machiavel écrit que les fondements d'un État sont de bonnes lois et de bonnes armes, il donne la charpente entière de sa conception de la paix. Les lois organisent la cité, mais les armes la protègent. Cette hiérarchie choque le moraliste parce qu'elle place la force au centre. Mais Machiavel la justifie par un constat. Un État sans autonomie militaire est un État dont la paix dépend du bon vouloir d'autrui, et donc d'une paix illusoire. Dans ce cadre, la paix n'est pas une sieste, c'est un temps actif de consolidation. Machiavel conseille au prince d'utiliser les périodes calmes pour renforcer ce qui fera tenir l'État quand la tempête reviendra. Il faut entraîner les hommes, fortifier les places, préparer les finances, surveiller les ambitions internes, construire des fidélités, neutraliser les menaces. Une image pourrait résumer très bien cette idée. En temps de calme, on construit des digues contre la crue future. Autrement dit, l'intelligence politique se reconnaît à sa capacité d'anticiper quand rien n'oblige encore à agir. Celui qui attend l'urgence est déjà en retard. Il faut aussi entendre une nuance. Machiavel n'est certainement pas un adorateur de la guerre pour le plaisir du sang. Il est obsédé par la stabilité, une stabilité soutenue par la maîtrise des rapports de force. S'il valorise la guerre, c'est parce qu'il y voit la condition de la souveraineté, donc la condition d'une paix non subie. Dans un monde où la fortune, l'imprévisible, peut renverser les situations, la paix ne tient pas par la pure vertu, elle se tient par la virtu. Cette énergie politique, faite d'audace, de prudence, de sens du moment et de capacité à décider. Le gouvernant machiavélien est celui qui transforme la paix en construction et non en rêve. Le passage sur les mercenaires dans Le Prince apparaît de ce fait très concret. Ici, la paix devient presque une question technique. De qui dépend ta sécurité ? Si ta sécurité dépend d'hommes qui se battent pour de l'argent, alors ta paix dépend de leur intérêt immédiat, donc de quelque chose d'instable. Machiavel martèle que les mercenaires sont dangereux, parce qu'ils n'ont pas de raison profonde de mourir pour nous, parce qu'ils sont souvent indisciplinés, parce qu'ils peuvent trahir, fuir ou devenir eux-mêmes une menace. Autrement dit, une cité qui croit acheter la paix en achetant des soldats achète en réalité sa propre perte. Et il juge les troupes auxiliaires. Il juge également les troupes auxiliaires, celle d'un allié puissant, encore plus dangereuse, dit-il, car si l'allié gagne, il peut s'installer. Dans l'histoire, faire entrer une armée étrangère chez soi pour se défendre revient souvent à ouvrir la porte à une domination durable. Machiavel voit dans l'Italie de son temps une démonstration répétée.
Les cités ont appelé la France, puis l'Espagne, puis l'Empire, et ont découvert que ces secours étaient des prises de contrôle. La paix obtenue par ces alliances n'est qu'un délai avant la perte de leur propre souveraineté. On comprend alors l'idée centrale. Une paix durable suppose une souveraineté militaire. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait une autonomie stratégique. Machiavel, lui, le dit à sa manière. Celui qui ne peut pas se défendre par lui-même ne possède pas réellement sa paix. Et cela explique pourquoi la paix ici ressemble à une paix armée. Non parce qu'il faut vouloir la guerre, mais parce que la paix ne vaut que si elle peut se défendre. Dans le discours de la première décade de Tite-Live, Machiavel change de focale. Il devient penseur républicain obsédé par la liberté, les institutions et les manières dont la cité se maintient sans tomber sous la tyrannie. Et c'est là que sa pensée de la paix devient encore plus dérangeante, car il affirme que certains conflits internes peuvent être bénéfiques. Sa thèse formulée de façon provocatrice est que la désunion entre le peuple et le Sénat de Rome a contribué à la grandeur et à la liberté de la République. Une cité parfaitement paisible peut être paisible parce qu'elle est écrasée. Une paix sans contestation peut être une paix de cimetière. A l'inverse, une cité libre est une cité où les intérêts s'opposent, où le peuple résiste à l'arrogance des grands, où les tensions existent mais sont contenues dans un cadre légal. Autrement dit, la vraie paix intérieure pour Machiavel n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité d'un régime à transformer le conflit en institution, à canaliser l'agitation dans les formes politiques, à offrir des soupapes comme les tribuns de la plèbe, pour éviter que la colère ne se transforme en explosion. Une république vivante n'est pas un lac immobile, c'est un équilibre dynamique. Et Machiavel ajoute une inquiétude. Les périodes de longue tranquillité peuvent endormir la vertu civique, encourager la corruption, affaiblir l'énergie collective. La paix, paradoxalement, peut dissoudre un peuple si elle devient mollesse, oubli de vigilance, renoncement à l'effort commun. La paix n'est donc jamais un absolu. Elle est bonne si elle nourrit la liberté et la force de la cité. Elle est mauvaise si elle devient un anesthésiant qui prépare la chute. Même au plan interne, la paix doit être pensée comme une gestion intelligente de tensions inévitables. Dans l'art de la guerre, Machiavel systématise ce que le prince annonçait. Une cité ne se sauve pas en improvisant une armée au dernier moment, elle se sauve en instituant la préparation. Il admire par exemple la Rome antique, non pas parce qu'elle aimait la violence, mais parce qu'elle avait compris que la paix est un produit de la puissance organisée. D'où son obsession pour l'armée citoyenne, une armée composée de citoyens soldats disciplinés, entraînés, attachés à la patrie, plutôt qu'un assemblage de mercenaires. Une telle armée, selon lui, ne sert pas seulement à gagner des batailles, elle sert à former un peuple, à créer une cohésion, à ancrer la responsabilité politique dans le corps social. La paix dans ce modèle n'est jamais désarmée, elle est tenue par une force en réserve, visible et potentielle. Machiavel rejoint ici, avant la formule moderne, l'idée d'une paix par dissuasion. Tu es en paix parce que l'autre sait que tu peux répondre. Dans une Europe renaissante où l'invasion est fréquente, l'État qui veut durer ne peut pas se permettre une paix naïve. Il doit organiser une paix vigilante, structurée, presque militaire dans sa forme. Là encore, il ne fait pas l'éloge de la guerre, mais simplement d'une conception de la paix comme équilibre soutenu, une paix exigeante et coûteuse, mais qui a cet avantage suprême d'être réelle. Machiavel utilise l'histoire, et plus particulièrement Rome, comme laboratoire. Romulus, par exemple, fonde la cité par la force, Numa pacifie par les lois et la religion, puis la cité doit retrouver une énergie guerrière pour ne pas s'affaiblir. Il admire Fabius, capable de temporiser face à Hannibal, et Scipion, capable de porter la guerre là où elle produit une paix favorable. Dans ces exemples, la paix n'apparaît jamais comme un repos moral, elle apparaît comme le fruit d'une stratégie, tantôt par patience, tantôt par audace. Elle est l'autre face de la guerre et non son contraire sacré. Il aime aussi les exemples plus proches. Francesco Sforza, particulier devenu duc de Milan par les armes, illustre l'idée qu'une puissance s'acquiert par la virtu. Et ses héritiers qui préfèrent le repos illustrent l'idée qu'une paix molle fait perdre ce qu'une guerre énergique a gagné. Et puis il y a l'Italie elle-même. Pour Machiavel, sa tragédie est d'avoir confondu la paix avec la commodité et la sécurité avec le fait de déléguer. Dans le chapitre final du Prince, Machiavel lance même un appel à libérer l'Italie des barbares. Preuve qu'il ne pense pas que la guerre est un jeu, mais une nécessité historique quand la paix signifie la soumission. Ainsi, Machiavel nous laisse une vérité inconfortable.
La paix n'est pas un état de grâce qui descend sur les peuples, c'est un artefact politique fragile, construit, défendu, réajusté. Machiavel nous rappelle ainsi que le monde n'est pas spontanément pacifique, il est traversé par la peur, l'ambition, l'intérêt et l'imprévisible. Et si l'on veut la paix, il faut la penser avec ses matériaux. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'éthique ou idolâtrer la force. Cela signifie qu'une paix purement morale, sans institution, sans préparation, sans crédibilité, risque d'être une paix de papier. Machiavel en somme n'est pas contre la paix, il est contre l'illusion d'une paix qui ne se défend pas. Il nous oblige à distinguer la paix comme slogan et la paix comme structure. Il nous oblige aussi à voir que même à l'intérieur d'une cité, l'absence de conflit peut être une oppression silencieuse, et que la liberté exige parfois une tension régulée, transformée en loi et en institution. En réalité, la contribution la plus utile de Machiavel est qu'il rend la paix responsable. Il dit au gouvernement et au peuple, si vous voulez la paix, préparez-la, organisez-la, défendez-la, et surtout ne l'idéalisez pas au point d'oublier ce qui la menace. La paix n'est pas un sommeil, c'est une vigilance.